Un millionnaire est stupéfait après avoir découvert une jeune marchande ressemblant trait pour trait à son ex-femme. La suite vous laissera sans voix. Carlos, un homme d'affaires de 35 ans, vivait dans un luxueux appartement à Polanco, à Mexico. De l'extérieur, sa vie semblait parfaite, fier propriétaire d'une chaîne de restaurants haut de gamme et de projets immobiliers de plusieurs millions de dollars, il était admiré et envié par beaucoup. Pourtant, sous la surface, Carlos ressentait un vide, comme une pièce manquante dans un puzzle parfait. Ce jour-là, il avait conduit plus d'une heure depuis Mexico jusqu'à un marché rural de Val de Bravo. Ce n'était pas seulement un changement d'air, c'était une question de curiosité professionnelle. Lors d'une récente réunion, son chef de cuisine avait évoqué une baisse de qualité des légumes de leurs fournisseurs. Certains de leurs clients les plus exigeants avaient commencé à se plaindre. « Je veux aller au marché rural et inspecter les produits moi-même. Je trouverai peut-être un meilleur fournisseur », avait-il dit. Sa secrétaire, surprise, avait tenté de le dissuader, « Monsieur, inutile de vous en occuper personnellement. » Mais Carlos lui avait fait signe de ne pas venir. « J'en ai assez du bureau. Ce sera une bouffée d'air frais. » Le marché de Val de Bravo s'étendait devant lui, des sentiers boueux, des étals délabrés et le brouhaha bruyant des vendeurs. Ses chaussures de luxe s'enfonçaient dans la boue, mais il s'en fichait. Il s'arrêta devant un modeste étal de légumes où une fillette d'environ 9 ans disposait des produits frais, les mains tachées de terre. Ses vêtements étaient délavés, ses cheveux légèrement hirsutes, mais ses mouvements étaient précis. Alors que Carlos se penchait pour demander les prix, son regard se posa sur le front de la jeune fille, une tache de naissance sombre en forme de croissant de lune. Son cœur fit un bond. Cette tache était identique à celle que portait Mélissa, son ex-femme. Chaque sourire de Mélissa, cette tache de naissance ressortait, presque comme une signature. Carlos se figea. Les souvenirs revinrent, sa voix douce, leur repas simple mais chaleureux, les rires qu'ils avaient partagés autrefois. La jeune fille leva les yeux et lui sourit gentiment. « Monsieur, voulez-vous acheter des légumes? Ils sont très frais. Nous n'utilisons aucun pesticide, dit-elle d'une voix claire et lumineuse qui le ramena à l'instant présent. Carlos acquiesça silencieusement. Il acheta quelques bottes et la paya 2 fois le prix demandé, mais son regard s'attarda sur la marque. Alors que la jeune fille soulevait un lourd panier et s'éloignait, quelque chose en lui s'agita. Il ne pouvait plus rester immobile. Une force inexplicable le poussa à la suivre. Elle le conduisit sur un étroit sentier bordé de champs de maïs. L'odeur de la terre humide emplissait l'air, et des oiseaux gazouillaient au loin. Il entendit quelqu'un l'appeler par son nom, Diana. Elle tituba sous le poids du panier, sa petite silhouette tremblant d'effort. Carlos la suivait à distance, veillant à ne pas se faire remarquer. Son cœur battait la chamade tandis que la marque en forme de croissant se rejouait dans son esprit. Cette fille pouvait-elle avoir un lien de parenté avec Mélissa, la femme qu'il avait autrefois profondément aimée, mais qu'il avait abandonnée dans sa quête de richesse et de pouvoir? Diana s'arrêta devant une modeste maison à la sortie de la ville. Un toit rouillé, des murs en adobe et des planches de bois tenant à peine ensemble, formant une porte de fortune. Carlos se cacha derrière un arbre, son cœur battant à tout rompre. Puis il entendit une voix à l'intérieur de la maison. « Diana, es-tu rentrée? Donne les légumes à ta mère. » La voix le frappa comme un éclair. C'était Mélissa. Aucun doute. Il s'avança, les jambes tremblantes. Mélissa apparut dans l'embrasure de la porte, un panier à la main. Elle avait maigri, la peau un peu plus terne, ses cheveux autrefois brillants étaient désormais attachés en arrière. Mais ses yeux étaient toujours doux, même s'ils portaient désormais le poids silencieux d'années de difficultés. Quand elle vit Carlos, elle se figea. Le panier lui échappa des mains et les légumes roulèrent sur le sol. « Que fais-tu ici » murmura-t-elle, la voix tremblante. Carlos ne répondit pas tout de suite. Il scruta la scène. Un homme à l'air humble était assis dans un coin, réparant un filet de pêche, probablement le mari actuel de Mélissa. Un petit garçon d'environ 5 ans accourut et entoura les jambes de Mélissa de ses bras, fixant l'inconnu avec curiosité. Diana posa le panier de légumes et resta silencieuse à côté de sa mère. Carlos sentit sa gorge se serrer. Mélissa s'était construit un foyer aux pauvres, certes, mais chaleureux. Lui, en revanche, vivait seul dans un appartement froid et luxueux. Reprenant son calme, Mélissa l'invita à entrer. Elle prépara du café dans une vieille cafetière, pas le meilleur café, mais il sentait la terre et le souvenir. Ils s'assirent autour d'une table en bois bancal. Pendant quelques minutes,
personne ne parla. Finalement, Carlos rompit le silence. La fille, avec la marque sur le front, elle te ressemble. Dis-moi la vérité. De qui est-elle la fille? Les mains de Mélissa tremblaient, renversant un peu de café. Non, ne pense pas ça, dit-elle rapidement. Diana est à moi et à mon mari, ajouta-t-elle. Mais son regard se détourna, inquiet, comme quelqu'un qui retient quelque chose de fragile. Carlos n'insista pas davantage. Au lieu de cela, il commença à parler, la voix chargée d'émotion. Ces 10 dernières années, j'ai vécu dans le luxe, mais sans enfant. Ma femme actuelle ne me comprend pas. J'ai de l'argent, une maison, une voiture. Mais chaque soir, je me sens vide. Aujourd'hui, quand j'ai vu Diana et cette tache de naissance, j'ai pensé à toi. Mélissa écoutait tranquillement, les yeux rouges mais fermes. Tu m'as laissé viser plus haut, dit-elle doucement. Maintenant, tu as tout, et il ne me reste que cette humble demeure. Mais je ne le regrette pas, car j'ai une famille. Carlos regarda autour d'elle. Son mari, qui réparait tranquillement les filets. Les 2 enfants qui riaient dans la cour poussiéreuse, se lançaient des cailloux et se poursuivaient. Ils avaient si peu, mais ils avaient de la joie. Ils avaient de l'amour. Il repensa à sa propre vie, fêtes somptueuses, voyages internationaux, une épouse brillante qui ne lui demandait jamais ce qu'il ressentait vraiment. Une brûlure profonde brûla ses yeux. Ce n'était pas vraiment du regret. C'était la vive douleur de la prise de conscience de ce qu'il avait sacrifié. Mélissa parla à nouveau, cette fois plus calmement. Après notre divorce, je suis revenue à Val-de-Bravo. Je l'ai rencontré, dit-elle en désignant son mari d'un signe de tête. C'est un honnête pêcheur. Nous nous sommes mariés. Nous avons eu Diana, puis Diego. La vie est dure. Parfois, nous n'avons même pas d'argent pour les tortillas. Mais il fait rire les enfants. Et ça me suffit. Carlos baissa la tête. Il était venu chercher des légumes. Au lieu de cela, il a trouvé la partie de son cœur qu'il pensait avoir enterrée il y a 10 ans. Elle raconte des histoires aux enfants tous les soirs et leur chante des berceuses. Et pour moi, ça me suffit. Carlos sentit un nœud se serrer dans sa poitrine. Il se souvenait de l'époque avec Mélissa, comment elle aussi lui chantait après des journées épuisantes. Maintenant, il n'avait plus que de la musique classique diffusée par une sono hors de prix, ce qui ne parvenait pas à apaiser son âme agitée. Il a posé des questions sur la tâche de naissance de Diana, en essayant de garder une voix calme. Cette marque, ça ne peut pas être une coïncidence. Mélissa, dis-moi la vérité. Le monde est plein de choses étranges, répondit-elle. N'y réfléchis pas trop. Mais Carlos ne la croyait pas. Il s'en souvenait parfaitement, Mélissa était enceinte avant le divorce. Elle lui avait dit avoir perdu le bébé à cause de problèmes de santé. Mais aujourd'hui, son regard éveilla ses soupçons. Cette nuit-là, Carlos ne retourna pas en ville. Il loua une petite chambre près du village. Allongé sur un lit dur, les pensées de Mélissa, Diana et de sa famille tournaient sans cesse dans son esprit. Il a appelé sa femme, Mariana, d'une voix fatiguée. Je reste encore quelques jours à la campagne. Il y a des choses que je dois régler, dit-il. Mais Mariana s'est moquée à l'autre bout du fil. Encore tes étranges détours? L'entreprise a besoin de toi. Ne les laisse pas dire que tu négliges l'entreprise. Carlos raccrocha sans répondre. Il savait que Mariana ne comprendrait jamais et ne comprendrait probablement jamais. Le lendemain matin, il revint chez Mélissa avec des fruits, du lait, des bonbons et un peu d'argent pour les enfants. Mais Mélissa refusa. Ne fais pas ça. On n'a pas besoin de ta pitié. Étonnamment, son mari José est intervenu. Mélissa, il a bon cœur. Ce n'est pas bien de le rejeter. Carlos regarda José, surpris. L'homme, maigre et bronzé, avait un regard sincère. Il n'était ni jaloux ni méfiant. Il voulait simplement le meilleur pour sa femme et ses enfants. Carlos resta plus longtemps avec eux. Il demanda à Diana, « Qu'est-ce que tu aimes le plus ?» Elle sourit. « Je vais à l'école. Mais c'est loin, et quand il pleut, je ne peux pas y aller. » Le cœur de Carlos se serra. Il pensa aux enfants de Mexico qu'on conduisait à l'école dans des voitures de luxe, tandis que Diana marchait des kilomètres dans des sentiers boueux. Se tournant vers José, il lui demanda, « La pêche est-elle suffisante pour subvenir à tes besoins ?» On se débrouille au jour le jour, mais on n'a pas le luxe,
répondit José avec résignation. Ces derniers temps, il y a moins de poissons. Il y a des jours où je rentre bredouille. José le surprit alors avec une confession. Quand Mélissa était enceinte de Diana, nous nous sommes mariés. Je savais qu'elle n'était pas de moi, mais je n'ai rien demandé. Je pensais juste qu'elle avait besoin de soutien. Carlos se tourna vers Mélissa d'un regard interrogateur. Elle baissa les yeux et ne dit rien. Un fort sentiment l'envahit. Diana pourrait-elle être sa fille? Mais il n'a pas tiré de conclusion hâtive. Il avait besoin de temps et de preuves. Cet après-midi-là, au bord du lac de Val-de-Bravo, Carlos contemplait l'eau calme et se souvenait du jour où il avait divorcé de Mélissa. Il était jeune, ambitieux, cherchant désespérément à échapper à la pauvreté. Mélissa ne lui en avait pas voulu. Elle avait simplement signé les papiers et était partie. Il pensait avoir pris la bonne décision. Mais à présent, il réalisait son erreur. La richesse ne lui avait pas apporté le bonheur, seulement la solitude. Il décida de rester quelques jours de plus au village. Il loua une petite maison et dit à Mélissa, « Je ne veux pas détruire ta famille. Je veux juste connaître la vérité sur Diana et, si possible, t'aider. » Mélissa secoua la tête. « Retourne à ta vie. Ne te complique pas la vie. » Mais ses yeux exprimaient quelque chose de différent, un mélange de supplication et de peur. Cette nuit-là, une forte pluie s'abattit sur le village. Carlos, allongé dans la maison louée, ne parvenait pas à dormir. Il écoutait le bruit de l'eau qui coulait et pensait à Diana et aux années qu'il avait peut-être perdues. Le lendemain matin, il visita l'école de Diana. Un bâtiment délabré avec un toit qui fuyait, des bureaux qui grinçaient et des chaises cassées. Il a parlé à son professeur, qui lui a dit que Diana était très intelligente, mais qu'elle manquait souvent les cours à cause de la pauvreté, aidant sa mère à vendre des légumes. Carlos est retourné dans son humble maison et a pris une décision. Tout d'abord, il construirait une route reliant le village à l'école, afin que Diana et les autres enfants puissent y aller, même les jours de pluie. Il a dit à Mélissa que ce n'était pas de la charité. C'était une façon de rembourser une dette envers le monde. Mélissa n'a pas objecté, mais ses yeux exprimaient toujours de la méfiance. Carlos resta près d'une semaine au village. Il loua une petite maison près de chez Mélissa et arpentait souvent les sentiers boueux, regardant Diana jouer avec son frère. Il n'a pas fait pression sur Mélissa pour qu'elle dise la vérité, mais il ne pouvait pas arrêter d'y penser. Diana avait besoin de preuves. Le lendemain matin, Carlos rendit visite à une vieille femme, Doña Carmen, qui vivait dans le village depuis des décennies. La vieille femme le regarda avec un regard perçant et sourit. « Pourquoi un homme de Mexico reste-t-il ici si longtemps ?» Carlos ne perdit pas de temps. « Sais-tu quelque chose sur Diana, la fille de Mélissa ?» La femme hésita avant de répondre. Elle raconta que lorsque Mélissa arriva enceinte au village, tout le monde était curieux, mais personne n'osait poser de questions. Elle vécut seule quelques mois, donna naissance à Diana, puis José l'épousa, acceptant Diana comme sa fille. Mais juste après la naissance, Doña Carmen se souvient de Mélissa en train de pleurer, parlant d'un homme qui l'avait quittée. Carlos sentit un nœud se serrer dans sa poitrine. Il remercia Doña Carmen et partit, l'esprit en ébullition. Il ne voulait pas se fier aux rumeurs, il avait besoin de preuves réelles. Il a contacté un ami, médecin à Mexico, et lui a demandé d'organiser un test ADN secret. Cette nuit-là, alors que Diana dormait recroquevillée dans un fauteuil, Carlos prit délicatement quelques mèches de ses cheveux et les lui envoya avec son propre échantillon. Les jours qui suivirent furent remplis d'anxiété et d'espoir. Puis, par un matin pluvieux, les résultats arrivèrent. Ses mains tremblaient lorsqu'il ouvrit l'enveloppe. Les mots étaient clairs, la probabilité d'une relation biologique parent-enfant est de 99,5%. Carlos s'est effondré sur une chaise, les larmes coulant sur son visage. Diana était sa fille. Et Mélissa lui avait caché la vérité pendant 10 longues années, élevant seul l'enfant. Carlos était submergé par une tempête d'émotions, colère, tristesse, compassion. Il ne comprenait pas pourquoi Mélissa avait fait ça, mais il savait qu'il devait la confronter. Cet après-midi-là, il se rendit chez Mélissa. Elle raccommodait des vêtements. Diana lisait un livre. José n'était pas encore rentré de la pêche. Carlos déposa les résultats de l'ADN sur la table. Sa voix tremblait. « Explique-moi ça, Mélissa. Diana est ma fille, n'est-ce pas ?» Mélissa regarda le journal, son visage pâlit. Des larmes coulèrent sur ses joues.
Comment as-tu pu faire ça, demanda-t-il en essayant de garder son calme. J'avais besoin de la vérité. Tu m'as menti pendant 10 ans, me laissant vivre avec une culpabilité que je n'aurais jamais méritée. Mélissa s'effondra en sanglots. Sa voix tremblait. Quand tu m'as quitté, j'étais déjà enceinte de 3 mois. J'ai essayé de te le dire, mais tu as dit que tu ne voulais pas de lien. J'avais peur que tu ne fasses rien et que tu finisses par m'en vouloir. Alors je suis revenu à Val de Bravo, j'ai eu Diana et j'ai décidé de l'élever seule. José savait tout, et pourtant, il m'a épousée et a aimé Diana comme sa fille. Je ne voulais pas que tu reviennes et détruises la vie que nous avions construite. Les paroles de Mélissa bouleversèrent Carlos. Il tomba à genoux devant elle. J'avais tort. Je n'imaginais pas à quel point tu as souffert. Mais maintenant je sais. Et je ne peux pas faire comme si Diana n'existait pas. À ce moment précis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mariana, la femme de Carlos, arriva au village. Sa voiture de luxe s'arrêta devant la maison de Mélissa. Elle en sortit, les talons tachés de boue. Carlos était stupéfait. « Que fais-tu ici » Mariana répondit froidement, « Tu es parti depuis une semaine. Tu ne réponds pas aux appels, tu n'assistes pas aux réunions, et l'entreprise est en ruine. Tu crois vraiment pouvoir disparaître comme ça ?» Elle tourna son regard vers Mélissa et Diana et ricana. « Alors c'est ça la raison ? Votre ex-femme est une fille illégitime ?» Mélissa baissa les yeux en silence. Carlos emmena Mariana dehors. Sa voix était sèche. « N'interviens pas. C'est mon affaire. » Mais Mariana ne s'est pas arrêtée. « Oh, alors maintenant tu vas tout abandonner pour ce village poussiéreux » cria-t-elle. « As-tu oublié comment j'ai contribué à bâtir ta carrière ?» Carlos n'a rien dit. Il savait que Mariana avait en partie raison. Elle était intelligente. Elle l'avait aidé à réussir en affaires. Mais il savait aussi qu'il n'y avait pas d'amour entre eux, juste un partenariat froid et calculé. Avant de partir, Mariana a donné un avertissement. « Si tu les choisis, tu perdras tout. Je ne te laisserai pas ruiner l'entreprise. » Carlos se tenait sous la pluie, déchiré. Son monde s'écroulait. Il ne voulait pas perdre sa carrière, mais comment pouvait-il tourner le dos à Diana, la fille qu'il venait de trouver? Ce soir-là, José rentra trempé de la pêche. Il sentit la tension et demanda à Mélissa ce qui s'était passé. À travers les larmes, elle lui a tout dit. José écouta tranquillement, puis s'assit dans le coin de la pièce. Carlos craignait sa réaction. Mais étonnamment, José le regarda avec des yeux calmes et dit. « Je sais depuis longtemps que Diana n'est pas ma fille biologique. Mais je l'aime comme elle est. Tu es son père, et je ne peux rien y changer. Mais si tu essaies de me l'enlever, je ne le permettrai pas. Elle m'appelle papa, et je ne veux pas qu'elle souffre. » Carlos hocha la tête. « Je ne suis pas là pour l'emmener. Je veux juste arranger les choses. »« Je l'espère, » répondit José. « Mais sache que Mélissa ne t'a pas tout dit. » Mélissa, tremblante, regarda Carlos. Puis, d'une boîte en bois, elle sortit une lettre froissée et la lui tendit. Ses mains tremblaient. « Lis-le » murmura-t-elle. Carlos ouvrit la lettre. Elle avait été écrite par Mélissa il y a 10 ans, juste après la naissance de Diana. On pouvait y lire. « Carlos, je ne te blâme pas. Ce bébé est à toi, mais je ne voulais pas que tu le saches. Tu avais de grands rêves, et je ne pouvais pas. » Carlos se tenait sur le seuil de la cabane, les épaules trempées par la pluie, la lettre froissée dans les mains. Ce qui lui avait semblé une explication simple le transperçait maintenant comme une lame en plein cœur. Mélissa avait tout sacrifié pour vivre librement, et il avait passé 10 ans à courir après l'argent et la gloire, pour finir seul et sans ressources. Il regarda Mélissa, sa voix se brisant. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Si tu avais dit quelque chose, je serais peut-être resté. » Les larmes de Mélissa se mêlèrent à la pluie. « Tu n'aurais pas compris. Tu voulais juste voler haut. Je ne voulais pas être un fardeau. » José se leva et posa doucement une main sur l'épaule de Mélissa. Sa voix était grave et calme. « Ne pleure plus. C'est du passé. Il est là maintenant. Laisse-le choisir ce qu'il veut faire. » Carlos regarda José, ressentant un mélange de respect et de honte. Ce pauvre homme avait un cœur bien plus grand que le sien. Il baissa la tête. « José, merci.
Je ne mérite pas ta gentillesse. José sourit doucement et demanda à Mélissa de s'occuper de leur invité. Il embrassa les enfants avant de partir précipitamment à la pêche. Alors que la tension commençait à retomber, un grand bruit retentit à l'extérieur. Des phares éclairèrent la façade de la cabane, Mariana était revenue et semblait visiblement secouée. Carlos, l'entreprise est en crise. Pendant ton absence, 2 investisseurs majeurs se sont retirés. Essaies-tu de détruire tout ce que nous avons construit? Carlos s'avança pour lui faire face. Calme-toi. J'ai juste besoin de temps. Mariana se moqua. Je ne te laisserai pas le temps de jouer à la maison avec ton ex. Soit tu reviens avec moi et tu sauves ta carrière, soit tu restes ici et tu perds tout. Je ne bluffe pas. Carlos resta silencieux. Son esprit était en plein chaos. Il savait que Mariana ne mentait pas, l'entreprise était en danger. S'il ne revenait pas, des centaines d'employés risquaient de perdre leur emploi. Des années de travail seraient anéanties. Mais quand ses yeux trouvèrent Diana cachée derrière Mélissa, il sut qu'il ne pouvait plus lui tourner le dos. Avant qu'il puisse parler, un homme arriva en courant sous la pluie, essoufflé et pâle. José a eu un accident. Son bateau a chaviré sur le lac. Mélissa hurla et courut dans la tempête. Carlos se figea, puis se précipita à sa poursuite. Même Mariana resta immobile, murmurant. C'est de la folie. Mais elle n'est pas partie. Tout le village s'était rassemblé au bord du lac. On sortait de l'eau les restes d'une petite embarcation. José était inconscient, frigorifié et respirait à peine. Mélissa tomba à genoux et le serra dans ses bras. S'il te plaît, réveille-toi, mon amour. Diana et Diego tremblaient, incapables de comprendre ce qui se passait. Carlos s'agenouilla près de José et vérifia sa respiration. Elle était faible, mais toujours présente. Appelez une ambulance, a-t-il crié. Les gens ont secoué la tête. La clinique est trop loin. Les routes sont inondées. Aucune voiture ne peut passer. Carlos se tourna vers Mariana, le désespoir dans les yeux. S'il vous plaît. Nous avons besoin de votre voiture pour l'emmener à l'hôpital. Mariana fronça les sourcils. Ma voiture n'est pas une ambulance. Mais quand elle vit l'angoisse de Mélissa, elle hocha la tête, bien qu'à contre-cœur. Carlos et quelques autres soulevèrent José dans la voiture. Mélissa et les enfants montèrent aussi. Mariana conduisait, impassible, mais ses mains serraient fermement le volant. Sur la route, Carlos s'assit à côté de José et lui prit la main. Son esprit tournait. Que se passerait-il si José ne s'en sortait pas? Il ne pouvait pas laisser cette famille subir une autre perte. Il ne laisserait pas Mélissa affronter cette douleur seule. À l'hôpital, José a été admis aux urgences. Le médecin lui a expliqué qu'il souffrait d'hypothermie et d'une fracture de la jambe. Une intervention chirurgicale était nécessaire, mais le coût était bien au-dessus des moyens de Mélissa. Carlos n'a pas hésité. Je m'occuperai de tout. Sauve-le. Depuis le couloir, Mariana regardait Carlos s'inquiéter pour José et voyait Mélissa tenir ses enfants, pleurant doucement. Tu les aimes tant que ça, demanda-t-elle doucement. Carlos leva les yeux, surpris. Ce n'est pas de l'amour. C'est une dette vieille de 10 ans. Mariana laissa échapper un rire amer. Une dette? Et moi? Et l'entreprise? As-tu seulement pensé à la souffrance que ça fait de te voir faire ça? Carlos la fixa du regard. Il n'avait jamais vraiment cru que Mariana éprouvait de réels sentiments pour lui. Il avait supposé qu'elle était avec lui pour le statut social, pour le pouvoir. Sa voix tremblait tandis qu'elle continuait. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais je t'aime depuis le début. Je ne veux pas te perdre. Mais si tu décides de rester, je n'interviendrai pas, sois juste honnête avec moi. Carlos la regarda, accablé par la culpabilité. Je suis désolé. Je ne peux pas redevenir comme avant. Mariana se détourna, les larmes aux yeux, mais ne quitta pas l'hôpital immédiatement. Elle appela son assistante pour reporter les réunions avec les investisseurs, puis s'assit tranquillement sur une chaise, observant Carlos de loin. Son comportement le déconcerta, Mariana était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. José avait survécu à la crise, mais était resté inconscient. Mélissa était assise près de son lit, lui tenait la main et murmurait doucement, « Réveille-toi. Je ne peux pas vivre sans toi. » Depuis la porte, Carlos entendit ces paroles et ressentit une vive douleur à la poitrine.
Il entra et dit doucement, « Mélissa, repose-toi. Je m'occupe de José. » Elle leva les yeux vers lui et, après un silence, dit, « Ce n'est pas nécessaire. Tu ne nous dois rien. » Puis, après un instant d'hésitation, elle ajouta, « Diana est ta fille, mais je ne t'ai pas tout dit. » Carlos se figea. « Que veux-tu dire ?» Mélissa baissa les yeux, la voix brisée. « Quand j'ai donné naissance à Diana, j'ai failli mourir. Le médecin a dit que je ne pourrais plus avoir d'enfant. Diego, ce n'est pas notre fils biologique. José et moi l'avons adopté après l'avoir trouvé abandonné au village. » Carlos était stupéfait. Il jeta un coup d'œil au petit Diego, endormi sur le canapé, puis à Mélissa. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Elle sourit avec une tristesse discrète. « Je ne voulais pas de ta pitié. Je voulais te montrer que, même pauvre, j'étais forte. » Sa confession bouleversa Carlos. Il vit, pour la première fois, une famille fondée non pas sur le sang, mais sur l'amour et le sacrifice. Il prit la main de Mélissa et lui fit une promesse solennelle. « Quoi qu'il arrive, je veillerai à ce que toi et les enfants ne souffriez plus jamais. » Ce soir-là, assis à côté de José, Carlos ne cessait de penser. Diana était sa fille. Mélissa était la femme qu'il avait aimée. José, un homme qu'il respectait. Et Mariana, quelqu'un à qui il devait encore quelque chose. Il ne pouvait pas retourner à son ancienne vie. Mais il ne pouvait pas non plus ignorer ses responsabilités au sein de l'entreprise. Il décrocha le téléphone et appela son assistante. « Vends 50% de mes actions, dit-il calmement. Utilise l'argent pour sauver l'entreprise et en envoie une partie aux familles du village. » Son assistant semblait choqué. « Monsieur, êtes-vous sûr ?» Carlos hocha la tête. « Je n'ai jamais été aussi clair. » Le lendemain matin, José ouvrit lentement les yeux. Voyant Carlos à ses côtés, il murmura, « Merci, mon ami. » Carlos sourit doucement. « C'est moi qui devrais te remercier. » Puis il se tourna vers Mélissa. « Je resterai au village. Je construirai une maison à proximité. » Mélissa hocha simplement la tête, ses yeux doux d'émotions inexprimées. À ce moment-là, Mariana entra tranquillement et remit à Carlos quelques documents. « J'ai signé les papiers du divorce, dit-elle. Tu es libre maintenant. Mais je vais sauver l'entreprise, car c'est la passion que nous partagions autrefois. » Carlos hocha la tête et la remercia. Mariana s'éloigna sans un regard en arrière, mais dans ses yeux brillait une lueur indéniable de soumission. Depuis son lit d'hôpital, José regardait Mélissa et les enfants à ses côtés. Ses yeux brillaient. Carlos se tenait sur le seuil, observant la famille réunie. Son cœur était à la fois plus léger et plus lourd. Il avait décidé de rester, de vendre une partie de sa fortune pour sauver l'entreprise et aider la famille de Mélissa. Mais il savait que ce n'était pas la fin. Mariana s'était éloignée, non pas à cause d'un chagrin d'amour, mais à cause de 10 années de routine partagée qui n'avaient plus de sens. Mais ce qui troublait le plus Carlos, c'était José. Cet homme généreux pourrait-il vraiment l'accepter? Quelques jours plus tard, José retourna à la petite maison avec une jambe plâtrée et avait besoin de repos. Mélissa s'occupa de lui et des enfants, tandis que Carlos lui apportait de la nourriture et des médicaments. Pourtant, l'air n'était plus chaud. La tension était palpable. José le regardait maintenant avec des yeux différents. Un après-midi, alors que Mélissa sortait pour faire la lessive, José appela Carlos d'une voix grave. « Assieds-toi. J'ai quelque chose à dire. » Carlos s'assit sur une vieille chaise en bois, l'anxiété serrant sa poitrine. José le regarda droit dans les yeux. « Merci de m'avoir sauvé et d'avoir aidé ma famille, mais crois-tu vraiment que je me sente à l'aise avec toi, en présence de Mélissa et Diana? Je suis son mari. Je suis le père de ses enfants. » Carlos baissa la tête. « Je comprends. Je ne veux pas détruire ta famille. Je veux juste me racheter des erreurs que j'ai commises avec Diana et Mélissa. » José expira lourdement. « Tu crois que ton argent, ta présence, peuvent effacer la douleur que Mélissa a endurée pendant 10 ans? Pars. Ne rends pas les choses plus difficiles. » Ces paroles transpercèrent profondément Carlos. Il réalisa sa naïveté, pensant que ses sacrifices seraient bien accueillis. Il se leva pour partir. Mais juste à ce moment-là, Mélissa revint et surprit la fin de la conversation. Sa voix s'éleva de colère. « José, ne dis pas ça. Carlos ne cherche pas à nous faire de mal.
José se tourna vers elle, sa voix était aiguë, inhabituellement dure. Tu veux qu'il traîne avec moi tous les jours? As-tu oublié ce que j'ai fait pour toi et Diana? Je n'ai pas oublié, dit Mélissa d'une voix tremblante. Mais c'est le père de Diana. Je ne peux pas le traiter comme un étranger. La tension explosa dans la petite maison. Diana et Diego, recroquevillés dans un coin, regardaient leurs parents se disputer avec effroi. Carlos leva les mains, essayant de les calmer tous les deux. S'il vous plaît, arrêtez. Ne vous battez pas à cause de moi. Je partirai. Je disparaîtrai de vos vies, et tout ira bien. Il sortit sous la pluie battante, le cœur tout aussi trempé. De retour à la maison louée, il commença à préparer ses affaires pour quitter le village. Mais alors, on frappa à la porte. C'était Doña Carmen, tenant une petite boîte en bois. Ne pars pas si vite, dit-elle. J'ai quelque chose à te dire. Carlos, surpris, demanda, qu'est-ce que c'est? La vieille dame s'assit et ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une vieille photo d'un jeune homme ressemblant à José, debout à côté d'une femme que Carlos ne reconnaissait pas. Cela date d'il y a 15 ans, expliqua-t-elle. Cette femme était la première amante de José. Elle l'a quitté quand il était pauvre, et a disparu. Carlos fronça les sourcils. Pourquoi me dis-tu ça? Elle lui adressa un sourire triste. Sa jalousie n'est pas seulement de l'orgueil. C'est de la peur. Une peur profonde. Tu es riche. Tu es le vrai père de Diana. Il est naturel qu'il ait peur de perdre Mélissa. Carlos comprit enfin. La résistance de José n'était pas seulement une question d'orgueil. Elle provenait d'une blessure depuis longtemps non cicatrisée. Il commença à se demander s'il avait le droit de rester. Sa présence lui apporterait la guérison ou davantage de souffrance? Le lendemain matin, alors qu'il préparait ses bagages pour partir, Diana accourut, les yeux rougis par les larmes. Elle lui serra fermement la main. « Monsieur, s'il vous plaît, ne partez pas. Je ne veux pas que vous partiez. » Carlos s'agenouilla et la serra fort dans ses bras. « Je ne veux pas ça non plus, mais ton père ne veut pas de moi ici, dit-il. » Diana se mit à pleurer. « Je sais que tu es mon vrai père. Ma mère me l'a déjà dit. Je ne veux pas te perdre à nouveau, mais je ne veux pas non plus que mon père soit triste. » Ces mots coupèrent le souffle à Carlos. Qu'une fillette de 9 ans puisse comprendre autant de choses le stupéfia. « Que dois-je faire ?» se demanda-t-il. « Reste et ne laisse pas mes parents se disputer, dit-elle doucement. Je veux que toute la famille soit heureuse. » Carlos la serra plus fort dans ses bras, et à cet instant, une nouvelle résolution naquit dans son cœur. Il ne pouvait pas partir, mais il ne pouvait pas non plus être la cause de la discorde entre José et Mélissa. Il devait trouver une autre solution. Il retourna donc à la maison et se tourna vers José. « Je ne partirai pas, José, mais je ne m'immiscerai pas non plus dans ta famille. Je vivrai au village, je travaillerai et je n'approcherai Diana que si tu me le permets. » José le regarda. Son regard était toujours froid, mais il ne protesta pas. Mélissa, debout à ses côtés, poussa un soupir de soulagement, même si la tension dans la pièce était encore palpable. Avant que la situation ne se stabilise, une nouvelle crise éclata. Mariana revint au village, mais pas pour emmener Carlos. Elle apporta un sac d'argent et une pile de documents. D'une voix calme, elle dit, « J'ai vendu 30% de mes actions pour payer les dettes des investisseurs. Voici l'argent restant. Utilisez-le comme vous le souhaitez, et j'espère que vous ne me prenez pas pour égoïste. » Carlos était stupéfait. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il. Mariana répondit, « Je voulais te montrer que l'argent n'est pas la seule chose qui m'importe. Je te laisse partir parce que je veux que tu ailles bien. » Son geste le surprit. Carlos réalisa qu'elle n'était pas aussi froide qu'il le croyait. Il prit le sac et dit, « Merci. Je l'utiliserai pour le village et pour Diana. » Mariana hocha la tête et partit, cette fois sans avoir l'intention de revenir. Carlos la regarda partir, éprouvant un étrange mélange de gratitude et de nostalgie. Elle quitta le village au coucher du soleil, sa voiture de luxe roulant sur la route boueuse. Elle conduisait seule, les mains fermement agrippées au volant, mais ses pensées étaient lointaines. Elle se souvenait des 10 années passées avec Carlos, lorsqu'il était un jeune homme d'affaires ambitieux. Les nuits passées à planifier ensemble, les moments où son cœur s'était mis à battre pour lui. Elle pensait que son amour suffirait à le retenir. Mais en le voyant choisir de rester avec Mélissa et Diana,
elle savait qu'elle l'avait perdu. La pluie recommença. De lourdes gouttes s'écrasèrent sur le pare-brise. Mariana actionna les essuie-glaces, mais sa vision restait floue, non seulement à cause de la pluie, mais aussi à cause des larmes. Mais Carlos, qu'est-ce que j'ai fait de mal, se demandait-elle sans cesse. Soudain, dans un moment de distraction, elle manqua un virage. La voiture quitta la route, dévala une pente et s'écrasa contre un arbre. Le verre se brisa, le métal se tordit, et le silence s'installa. Mariana ne bougea pas. Ses yeux étaient fermés, son visage impassible, comme si elle s'était enfin libérée d'un lourd fardeau. La nouvelle est arrivée le lendemain matin. Carlos réparait le toit de la maison de location sous une légère bruine lorsqu'un villageois est arrivé en courant, essoufflé. « Carlos, on m'a appelé de la ville. Ton ex-femme est morte dans un accident. » Carlos s'est figé. Le marteau lui est tombé des mains. « Quoi? Mariana est morte? » « Impossible, a-t-il murmuré. L'homme a hoché la tête. « Ils ont dit que tu devrais aller sur les lieux de l'accident. C'est à une vingtaine de kilomètres d'ici. » Carlos a couru. Il a emprunté une moto et a filé à toute vitesse sur la route boueuse. Son esprit tournait. Les derniers mots de Mariana résonnaient dans sa tête. « Je veux que tu ailles bien. » Carlos sentit le poids de la culpabilité. Pourquoi l'avais-je laissé partir seul? Pourquoi ne l'avais-je pas arrêté? À son arrivée, la police avait bouclé la zone. La voiture de luxe de Mariana n'était plus qu'une épave. Son corps gisait au sol, recouvert d'un drap blanc. Carlos s'agenouilla et la toucha de ses mains tremblantes, mais il n'eut pas la force de la soulever. Son monde s'écroula. Même s'ils étaient divorcés et ne partageaient plus la même passion, une partie de son cœur se brisa. Mariana n'avait pas seulement été son ex-femme. Elle avait été sa partenaire, la seule à l'avoir soutenue dans ses moments les plus solitaires. « Je suis désolé, Mariana. » La culpabilité l'envahit comme une vague. Il se demanda si les choses auraient été différentes s'il était revenu avec elle au lieu de rester. Mais il ne le saurait jamais. Il retourna au village, hébété. Il ne parla à personne de la mort de Mariana et s'enferma dans la maison louée, pensant à Diana, Melissa, José et Mariana. Il réalisa que sa présence lui avait causé trop de souffrance. Melissa et José s'étaient disputés. Et maintenant, Mariana était partie pour toujours. « Je ne peux pas rester ici, » se dit-il. « Je n'ai aucun droit. » Carlos prit tout l'argent qu'il avait obtenu de la vente de ses actions. C'était une somme considérable. Son projet était de l'utiliser pour développer le village et ouvrir un compte bancaire au nom de Diana. Les mains tremblantes, il écrivit une lettre à Melissa, José et Diana. « Je ne sais pas comment réparer les dégâts que j'ai causés. Je suis venu me racheter, mais je n'ai apporté que de la douleur. Mariana est partie à cause de mon égoïsme. Je ne peux pas continuer à rester ici, à causer encore plus de chagrin. Cet argent est tout ce que je peux laisser à Diana, pour qu'elle ait un avenir meilleur. Je ne mérite pas d'être son père ni d'être à ses côtés. Ne me cherchez pas, vivez heureux, comme vous le faisiez avant mon arrivée. Je suis tellement désolé. » Carlos laissa la lettre sur la table, ferma la maison louée et disparut dans la nuit. Personne ne le vit partir. La moto fut retrouvée au bord du lac le lendemain, mais Carlos semblait s'être évanoui dans la brume du village. Le lendemain matin, Melissa alla lui apporter le petit déjeuner, mais trouva la porte entr'ouverte et la lettre sur la table. Elle ne put retenir ses larmes. Elle courut à la maison et tendit la lettre à José. Il la lut, les mains tremblantes et les yeux rougis, puis serra Melissa fort dans ses bras. « Je suis désolé, mon amour. J'étais jalouse et j'avais peur de te perdre. Mais je n'ai jamais voulu qu'il parte comme ça. » Melissa sanglotait. « Je ne voulais pas qu'il parte non plus. Il essayait juste d'arranger les choses. Comment en sommes-nous arrivés là? » Diana, entendant leur conversation, courut jusqu'au lac où la moto avait été retrouvée et cria « Papa, reviens. » Mais seul le vent répondit. Melissa et José retournèrent à leur vie quotidienne. L'argent laissé par Carlos servit à construire une nouvelle école au village afin que Diana et Diego puissent recevoir une éducation digne de ce nom. Ils vécurent heureux, mais un vide subsistait dans le cœur de Melissa. Chaque fois qu'elle voyait la marque sur le front de Diana, elle pensait à Carlos. Elle ne savait pas où il était, s'il était vivant ou s'il avait disparu à jamais. José cessa d'être jaloux et devint plus réservé, comme s'il portait en lui la culpabilité d'avoir repoussé Carlos.
Le village changea au fil du temps, mais l'histoire de Carlos resta un mystère. Certains prétendirent l'avoir vu errer comme un mendiant. D'autres crurent qu'il s'était jeté dans le lac cette nuit-là, mettant fin à une vie tourmentée. Personne ne connaissait la vérité. Seule la lettre que Mélissa conserva subsistait, preuve de perte et de sacrifice. Parfois, par les matins brumeux, on disait qu'un homme solitaire était aperçu au bord du lac, fixant l'eau avant de disparaître dans la brume. Personne ne savait s'il s'agissait de Carlos ou d'une simple légende. Mais chaque année, le jour de son anniversaire, Diana lançait un petit bateau en papier sur le lac avec un vœu. « Papa, où que tu sois, j'espère que tu es heureux. Je sais qu'un jour tu reviendras. » Et peut-être, quelque part, a-t-il entendu son vœu. Que as-tu pensé de cette histoire? Penses-tu que Carlos a pris la bonne décision? Dis-le-moi dans les commentaires et n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. À bientôt.